vous voilà, patron. Bonjour, Hortin. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris grand-chose à votre coup de téléphone. Mais c'est quand même extraordinaire. Vous ne pouvez pas être de permanence un dimanche sans qu'il vous arrive des histoires impossibles. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Tout de suite après le déjeuner, j'ai vu arriver ce monsieur au commissariat. Ce monsieur, quel monsieur? Moi, monsieur le commissaire, Jacques Épinois. Voilà, Agnicourt m'avait donné rendez-vous chez lui pour déjeuner. Doucement, qui est-ce, Agnicourt? Un de mes amis. Il demeure ici, cet appartement-là au rez-de-chaussée. La porte est juste derrière vous, monsieur le commissaire. Paul Agnicourt est un homme extrêmement ponctuel. Alors, j'ai été surpris qu'il ne réponde pas à mon coup de sonnette à 12h30 précis. Et à 1h, il n'était toujours pas là. Et ça n'est pas du tout dans ses habitudes. Vous avez vu la grosse voiture américaine arrêtée un peu plus loin, avec une contravention sous l'essuie-glace. C'est la sienne. Je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé à l'intérieur, et les clés de contact sont sur le tableau de bord. Il a pu les oublier. Agnicourt, alors ça m'étonnerait. Ça, Paul est un homme méticuleux. Enfin, toujours est-il qu'à 2 heures passées, ne le voyant toujours pas arriver, je suis allé au commissariat. Et oui, quand monsieur Épinois m'a eu raconté tout ça, j'ai envoyé Bréval jeter un coup d'œil. Il est revenu vers 3h30 sans rien de nouveau. Agnicourt n'était toujours pas arrivé. Alors je vous ai téléphoné, patron, et puis je suis venu. Vous avez interrogé la concierge? Oh, vous pensez bien, oui, elle m'a expliqué que l'appartement de monsieur Agnicourt a une entrée séparée, indépendante de l'immeuble, et qu'elle ne savait pas s'il était chez lui. Elle n'a pas la clé? Non. Écoutez, excusez-moi d'insister, monsieur le commissaire, mais je suis très inquiet. Comprenez, je connais Paul depuis 25 ans. Il n'est jamais en retard à un rendez-vous. Oui, il a pu oublier que vous deviez venir. Lui? Ah, ça, certainement pas. Non, écoutez, je suis sûr qu'il lui est arrivé quelque chose. Non, essayez de sonner encore une fois, Hortin. Après tout, il a peut-être pas envie d'ouvrir. Hein. Quand même, les clés de contact sur la voiture, c'est bizarre, vous trouvez pas? Mais au fait, la voiture, elle a une contravention. Vous avez regardé pour quel motif, Hortin? Stationnement unilatéral non respecté. Nous sommes le 16 et elle est devant un numéro impair. Ah, ben, il n'y a pas de temps, les gardiens. Ils l'ont collé la nuit dernière à 4h10. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le règlement. Hein. Pourtant, dans cette petite rue calme, on peut pas dire qu'elle gêne la circulation. Il n'y a personne. Les trottoirs sont aussi déserts que la chaussée. Oui. Enfin, c'est pas la question. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur le commissaire, forcez la porte. Je suis sûr qu'il est arrivé quelque chose à Paul. Il faudrait réquisitionner un serrurier. Un dimanche? Oh, c'est impossible d'en trouver un. Vous êtes certain que la concierge n'a pas la clé, Hortin? Elle m'a affirmé que non. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution que de forcer un peu. Allez-y, Hortin. Oui. Et faites attention à ne pas vous blesser. Hein. Et voilà. On y va. Évidemment. Entrez, je vous suis. Attendez-nous ici, monsieur Épinois. Oui. Il n'avait pas tort, Épinois. Il est arrivé quelque chose à son ami. Hein. Un bel homme dans la force de l'âge, comme on dit. Le corps est froid. Il y a un bon moment qu'il est mort. Certainement plus de 24 heures. Vous avez vu? Il a été assommé. Oh, mais il s'est... Oh là là! Il s'est pas laissé faire. Hein. Regardez, patron. Enfin, c'est pas une chambre, c'est un champ de bataille. Tous les meubles sont renversés, les tiroirs ouverts, les papiers partout. Et faites attention où vous posez les pieds. Hein. Oui. Il va y avoir du boulot pour l'identité. Hein. Oh, à propos d'identité, faudrait s'assurer que c'est bien le dénommé Agnicourt. Ah bah, ça va être facile. Il y a un portefeuille à côté du corps. Oui. Voyons. Carte d'identité, permis de conduire. Oui, c'est bien sa photo. Agnicourt, Paul, né le 25 juin 1919. Et naturellement, pas un sou dans le portefeuille. Ça m'a tout l'air d'être un cambriolage suivi d'un meurtre. J'ai l'impression que je ferais aussi bien de téléphoner à ma femme pour lui dire de ne pas m'attendre. Venez voir, patron. Regardez, venez. Là, regardez, un sac de voyage, juste à côté de la porte d'entrée. Et son nom est dessus. Hein. Paul Agnicourt. Qu'est-ce qu'il contient? Ouais. Un pyjama, une trousse de toilette, 2 chemises, un appareil de photo. Bah, c'est drôlement serré tout ça. Hein. Un chandail et des pantoufles. Si vous voulez mon avis, le dénommé Agnicourt s'apprêtait à partir en voyage quand on l'a assommé. Oui, c'est probable. Enfin, nous verrons. En attendant, faites entrer, Épinois. Oui. Ensuite, vous préviendrez le parquet et l'identité, et le légiste. Oui. Demandez aussi qu'on envoie un gardien pour surveiller la porte. Et faites venir Bréval. Bon, d'accord. Entrez, monsieur Épinois, s'il vous plaît. Enfin, je me demandais ce qui se passait. Il est là? Il est là. Mais vous allez avoir une mauvaise surprise.
Mauvaise surprise? Vous voulez dire que... Ah, j'avais raison, n'est-ce pas? Il lui est arrivé quelque chose. Oui. Il est dans cette pièce. Entrez, monsieur Épinois. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que monsieur Hagnicourt a été tué. Assommé. Paul. Oh, mon vieux Paul. Excusez-moi, monsieur le commissaire, je sais que mon attitude est un peu ridicule, mais... Votre émotion est bien naturelle. Monsieur Hagnicourt était un ami intime. C'était surtout un très vieil ami. Voyez-vous, j'avais fait sa connaissance pendant la guerre. Nous étions prisonniers dans le même camp, tous les deux. Et il vivait seul dans cet appartement? Oui, Paul ne s'est jamais marié. Oh oui, il aimait beaucoup les femmes, mais il disait toujours qu'il se sentait incapable de s'attacher à une seule et il voulait rester libre. Même pas une liaison suivie, alors? Oh, je ne pense pas. Mais je ne le voyais pas très souvent. J'habite Le Mans et Paul demeurait à Paris. Enfin, à côté de Paris. Je déjeunais de temps en temps avec lui. Quelle était l'activité professionnelle de monsieur Hagnicourt? Il s'occupait de transactions immobilières. Il s'était associé avec un certain Chevanceau pour fonder un cabinet. Mais c'était Paul qui travaillait le plus, enfin, d'après ce que je sais. Oui, il voyageait, il allait voir des terrains, discuter avec les vendeurs éventuels. Monsieur Hagnicourt avait, semble-t-il, de gros moyens. Son appartement est confortable, bien meublé, se trouve dans un quartier résidentiel. A-t-il des domestiques? Non, il y avait chez Paul un côté vieux garçon. Vous savez, très maniaque. Il tenait à s'occuper lui-même de toutes ses affaires. Il avait une femme de ménage qui ne faisait venir que 2 fois par semaine pour les gros travaux. Tous ses amis se moquaient gentiment de lui. Nous lui reprochions de vouloir faire des économies. Et c'était le cas? Oh non, oh grand Dieu, non. Ça, c'était l'être le plus généreux qui soit. J'en ai d'ailleurs profité moi-même. Il y a 3 ans, j'étais sur le point de me marier et j'aspirais à vivre en province, à acheter un magasin. Et Paul m'a prêté les quelques millions qui me manquaient. Un prêt à long terme? 5 ans. Vous trouverez tous les papiers qui s'y rapportent certainement dans ses affaires. Je le remboursais tous les 3 mois. Et je n'étais pas le seul auquel il ait prêté de l'argent. Tous ceux de ses amis qui avaient des difficultés financières savaient qu'ils pouvaient s'adresser à lui. Madame Épinois ne vous a pas accompagné? Elle ne devait pas déjeuner avec vous? Ma femme est morte il y a 3 mois, monsieur le commissaire, des suites d'un accident d'automobile. Je suis désolé. Savez-vous si monsieur Hagnicourt avait l'habitude de conserver de grosses sommes sur lui? Oh, toujours. Je crois que ça lui était très utile dans sa profession. Il m'a expliqué un jour qu'il lui arrivait d'acheter sans délai un terrain s'il lui paraissait intéressant. Il versait une certaine partie du prix en espèces afin d'arrêter la vente. Ça y est, patron, j'ai prévenu tout le monde. Oui. Chef, autant vous dire que le tout bibre allait ferme. Dimanche après-midi, vous pensez? Il n'est pas le seul. Avez-vous l'intention de rester plusieurs jours à Paris, monsieur Épinois? Eh bien, je suis arrivé ce matin de bonne heure et je me proposais de repartir demain soir. Mon magasin est fermé le lundi. Enfin, si vous avez besoin de moi, je m'arrangerai pour rester plus longtemps. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il suffira que vous passiez au commissariat demain en fin de matinée pour faire votre déposition dans les règles. Je ne sais pas, vers midi, par exemple. Midi. Bon, eh bien, c'est entendu. Vous êtes descendu à l'hôtel? Non, lorsque je suis à Paris, je m'installe chez ma mère. Voulez-vous son adresse? S'il vous plaît, oui. Inscrivez-la sur un morceau de papier et donnez-la à l'officier de police Ourtin. Oui. Pour le moment, je n'ai rien d'autre à vous demander. Monsieur Épinois, je vous remercie. Il n'y a vraiment pas de quoi, monsieur le commissaire. Et si je peux vous être utile... Par ici. Intéressant, le témoin? Bon, minable. Le genre chien battu. Mais il m'a quand même donné des tuyaux utiles. Venez, Ourtin. Nous allons vérifier le contenu des poches de feu monsieur Hagnicourt. D'après son copain, c'était un homme très tatillon. Vous pouvez être sûr qu'il avait un agenda sur lequel il notait soigneusement tous ses rendez-vous. Tenez, voilà. Dans la poche intérieure de son veston. Montrez. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, mon vieux. Aujourd'hui dimanche, déjeuner épinois. 16h, rendez-vous avec G. Il n'y a qu'une initiale. Et encore, elle est suivie d'un point d'interrogation. Une femme, probablement. Hier samedi, 11h, Chevanceau. 15h, coiffeur. 17h30, G, de nouveau. Le soir, théâtre. Mais je peux vous affirmer que M. Hagnicourt a été assassiné jeudi ou vendredi. Comment le savez-vous? Mais regardez son agenda.
La feuille qui correspond à ces 2 jours a été arrachée. Le meurtrier a voulu faire disparaître son nom. Oh, ben il est gonflé, alors. Arracher la page puis remettre l'agenda dans la poche du mort, c'est pas malin. Hein. Au contraire, Hortin. D'abord, nous ne savons pas ce qui était inscrit sur ces 2 pages. Et si l'assassin a remis le carnet dans la poche d'Agnicourt, c'est probablement parce qu'il espérait voir s'accréditer la thèse des cambrioleurs assassins. Dans ce cas, nous n'aurions peut-être même pas ouvert l'agenda. Tandis que sa disparition nous aurait fatalement paru suspecte. Ça valait la peine de tenter le coup. Alors, en somme, le meurtre aurait été commis par quelqu'un avec qui Agnicourt avait rendez-vous jeudi ou vendredi. C'est ça. Un familier. Quelqu'un qui savait que la femme de ménage ne venait que 2 fois par semaine et qu'elle ne risquait pas de le surprendre pendant qu'il fouillait à l'appartement. Ah ouais, et ça avance, oui. Oui, en somme, il ne reste plus qu'à découvrir l'identité de l'assassin. Encore au travail, Hortin? Rien de neuf? Oh, pas grand-chose. Hein. Ah, le directeur a téléphoné. Il demande que vous le rappeliez pour le tenir au courant. Oui, il attendra. Vous avez trouvé quelque chose? Oh, 2 ou 3 petits trucs. Tenez, regardez ce dossier. Il était dans le sac de voyage. Montrez. Qu'est-ce que c'est? Un échange de correspondance entre Agnicourt et Chevanceau, son associé. Ils n'avaient pas l'air d'être dans les meilleurs termes, ces 2-là. Hein. Il y a une lettre d'Agnicourt en particulier. Ben, nous allons voir ça. Au fait, vous avez dîné, vieux? Non, pas encore, non. Et vous, patron? Ben, moi non plus. Mais tous les restaurants sont fermés dans le quartier un dimanche soir. Le plus simple serait de faire monter des sandwichs. Bréval! Bréval! Vous m'avez appelé, patron? Oui. Vous seriez gentil d'aller nous chercher des sandwichs. Saucisson pour moi. Et vous, Hortin? Rillettes, moi. Et une bière à la pression. Et pour moi, une brune. D'accord, patron, j'y vais. Et G. Vous avez découvert de quoi il s'agissait? L'initiale que nous avons trouvée un peu partout dans le carnet d'Agnicourt. J'ai pas encore eu le temps de chercher. Il doit s'agir d'une femme. Il n'y a qu'à consulter le répertoire à la fin de l'agenda. Passez-le moi. Oui. Je vais m'en occuper pendant que vous continuez à trier vos papiers. Oui. Et ça s'est bien passé avec le parquet? Pensez-vous? Le substitut était furieux d'être obligé de se déplacer un dimanche. Quant au médecin légiste, il attendait, paraît-il, un secrétaire d'État pour le dîner. Du coup, je lui ai dit que j'étais très pressé et qu'il me fallait le rapport d'autopsie dès ce soir. Mon secrétaire d'État l'attendra. Bon. Tiens, il y a dans le répertoire 3 femmes dont le prénom commence par la lettre G. Inutile d'attendre. Je vais les appeler tout de suite. Allô? 970 30 71? Pourrais-je parler à madame ou mademoiselle Gabrielle Marne, s'il vous plaît? Elle n'est pas à Paris? Bon, tant pis, je rappellerai. Eh ben, ça commence bien. Oui. Si c'est partout la même chose. Allô? Qu'est-ce qui se passe? C'était une voix d'homme. Le mari, peut-être. Inutile de déclencher un drame si c'est pas indispensable. Allô? Pourrais-je parler à madame ou mademoiselle Geneviève Bourget, je vous prie? Ah, c'est elle-même. Commissaire principal Legrand, police judiciaire. Vous connaissez monsieur Agnicourt, je crois? C'est ça, Paul Agnicourt. Je crains d'avoir une mauvaise nouvelle à vous apprendre, mademoiselle. Oui, un accident. Ah non, pas à l'hôpital. Monsieur Agnicourt a été assassiné à son domicile. On a découvert son corps cet après-midi. Je suis désolé. Moi aussi, mademoiselle. J'aimerais avoir un entretien avec vous. Ce soir même? Pourquoi pas, après tout? Vous connaissez l'adresse du commissariat? Dans un quart d'heure. C'est entendu, mademoiselle, je vous attends. Ah, voilà une jeune personne qui ne doit pas aimer perdre du temps. Et comment a-t-elle réagi? Elle pleurait.
Mais une femme qui pleure, vous savez... Ah, nous verrons bien ce qu'elle a à nous dire quand elle sera là. Alors voilà vos sandwichs et votre bière, messieurs. Merci, Bréval. Posez tout ça sur le coin du bureau, là. Servez-vous, Hortin. Ouais. Au fait, où en êtes-vous de vos paperasses? Ah, j'ai à peu près terminé. Dans cette pile, il n'y a que des trucs sans intérêt. Notes de téléphone, d'électricité, factures de garage, etc. Non, le seul paquet intéressant, c'est celui-ci. Allô? Oui, c'est moi. Ah, bonsoir, docteur. Ah oui, en effet, vous avez fait vite. Vous avez trouvé quelque chose? Ah, attendez, je note. Oui. Oui? 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 C'est tout? Ah, d'accord, c'est déjà pas mal. Vous m'envoyez le rapport dactylographie demain matin? Entendu. Merci, docteur. Bonne soirée. Non. C'était le légiste? Qu'est-ce qu'il a dit? Paul Agnicourt a été mortellement blessé avec un instrument contondant jeudi dernier entre midi et minuit. C'est pas ici. Mais compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis le meurtre, il ne peut pas l'être davantage. Mais ce qui pourrait s'avérer intéressant, c'est que la victime avait mangé 1 heure environ avant de passer de vie à trépas. Un repas copieux. Déjeuner ou dîner? Ah bah, c'est un médecin, c'est pas une voyante. Vous vous rendez compte, patron? Il a été assassiné jeudi, il y a 3 jours. Depuis 3 jours, le criminel attend que l'on découvre le cadavre. Il a dû trouver le temps long. Plutôt. Mais revenons à vos papiers. Oui. Voyons, vous m'avez bien dit que c'était celui-ci le paquet intéressant. Ah oui, ce sont les reconnaissances de dette et tout ce qui s'y rapporte. Reçus, relevés de banque, lettres de rappel. Ça fait un beau paquet, hein. Il était généreux, monsieur Agnicourt. Généreux? Bon, vous avez de l'argent, oui, n'hésitez pas à en prêter, mais de là à dire qu'il était généreux, il y a un pas. Regardez le taux d'intérêt. Non, en effet, c'était pas de l'usure, mais enfin, il y perdait pas. Tiens! Voilà la reconnaissance signée par Épinois. Ah, je l'ai remarqué, oui. Il avait droit, lui, à un taux réduit, en souvenir de leur captivité commune, probablement. Il remboursait chaque trimestre, comme tous les autres, d'ailleurs. Attendez, mon vieux. Attendez. Supposons que le crime ait été commis par un débiteur d'Agnicourt qui voulait faire disparaître toute trace de sa dette, d'où les tiroirs fouillés. Dans ce cas, il a emporté la reconnaissance en quittant l'appartement. Elle ne se trouve plus avec les autres. Ah, bah c'est vrai. Ah, j'y avais pas pensé. Oh, quel idiot. Mais alors, comment faire pour retrouver sa trace? Il y a peut-être un moyen. S'il est venu jeudi chez Agnicourt, c'est probablement qu'il devait faire un règlement ce jour-là. Passez-moi les relevés de banque. Oui. Vous m'avez bien dit que les remboursements étaient trimestriels. Ah oui, tous. Là, voyons un peu ce qui s'est passé il y a 3 mois. Voilà, 21 juillet, remise de chèque, 3 000 francs. Et le trimestre précédent, c'était pareil, 3 000 francs aussi, le 21 avril. J'ai l'impression que nous tenons une piste, Hortin. Ah, je veux bien, mais comment allons-nous faire pour savoir de qui il s'agit? Puisqu'on n'a pas retrouvé la reconnaissance de dette correspondant à ces règlements. Demain matin, vous prendrez contact avec la banque d'Agnicourt. Mais avant, téléphonez au juge d'instruction à la première heure. Et demandez-lui une commission rogatoire. Sans ça, la banque ne vous dira rien. Ah, d'accord, patron. Allô? Qui? Ah, d'accord, faites-la monter. Mademoiselle Bourget est là. Déjà? Elle n'a pas perdu de temps, hein? Bon, elle habite pas loin. Étant donné la fréquence avec laquelle son initiale revenait dans le carnet d'Agnicourt, je suppose qu'il occupait une grande place dans sa vie. Entrez. Mademoiselle Bourget, je pense. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire, je suis bouleversée. Depuis votre coup de téléphone, je ne cesse de penser à ce pauvre Paul. Que s'est-il passé? Asseyez-vous, mademoiselle. Je vous ai dit à peu près tout ce que je savais. Monsieur Agnicourt a été assassiné jeudi dernier dans l'après-midi. Jeudi? Par qui? L'enquête nous l'apprendra. Je vous remercie d'être venue si rapidement, mademoiselle. J'aimerais, si vous m'y autorisez, vous poser quelques questions. Je suis à votre disposition, monsieur le commissaire. Quelles étaient vos relations avec la victime? Nous avons trouvé votre nom à plusieurs pages de son agenda. Ah, c'est ça. Je me demandais comment vous aviez trouvé mon nom et mon adresse. Puisque c'est ainsi, inutile de faire la bégueule, n'est-ce pas? Oui.
J'étais la maîtresse de Paul. Ouais. Oh, je n'étais pas la seule. Puisque vous avez eu son agenda entre les mains, vous êtes certainement au courant. Il appartenait d'ailleurs à ce genre d'homme auquel les femmes succombent facilement. Quand avez-vous vu M. Hagnicourt pour la dernière fois? Hélas, monsieur le commissaire. Jeudi dernier, le jour de sa mort. À quelle heure? Nous avons déjeuné ensemble dans un restaurant des Champs-Élysées. Nous nous sommes quittés rapidement. Paul était pressé de rentrer chez lui. Il avait un rendez-vous. Savez-vous avec qui? Non, il ne me l'a pas dit. Vous deviez vous revoir dans la soirée? Non. Non, Paul partait en voyage et... Je ne sais pas si vous le savez, mais il s'occupait de transactions immobilières. Il devait aller à Tours pour voir un très grand terrain auquel il s'intéressait beaucoup. Savez-vous à quelle heure il avait l'intention de quitter Paris? Non. Après l'avoir quitté jeudi en début d'après-midi, qu'avez-vous fait, mademoiselle Bourget? Je ne comprends pas. Pourquoi me posez-vous cette question, monsieur le commissaire? Dois-je considérer que vous me soupçonnez? Absolument pas. C'est une simple question de routine. Ah, de routine. Puis-je fumer, monsieur le commissaire? Bien entendu. Voulez-vous... Non, non, merci, j'ai les miennes. Merci. Voyons, laissez-moi réfléchir. Jeudi dernier. Et je crois bien que... oui, c'est ça. Je suis allée au cinéma. À quelle séance? La première, je suppose, tout de suite après le déjeuner. Et après le cinéma? Je fais des courses dans un grand magasin. Seul? Oui, oui. Je suis rentrée chez moi vers 7 heures. Je n'avais que le temps de me changer avant de ressortir. Oui, des amis m'avaient invitée à dîner. Mais, puisque vos questions ne sont que de la routine, je ne pense pas que vous attachiez une importance primordiale à ma réponse. Vous n'avez pas l'habitude de vous laisser importuner, n'est-ce pas, mademoiselle Bourget? Est-ce une question de routine ou dois-je répondre? Inutile. Vous connaissez bien l'appartement de M. Hagnicourt. C'est bien, oui. M. Hagnicourt avait l'habitude de conserver chez lui des documents importants. Savez-vous à quel endroit il les rangeait? Non, je n'ai jamais fait attention. Dans les tiroirs de son bureau, probablement. Le meuble était toujours fermé à clé. Il craignait des indiscrétions? C'est possible. Ce pauvre Paul était assez maniaque. Il avait horreur que quelqu'un d'autre que lui-même touche à ses affaires. C'est tout juste s'il acceptait qu'une femme de ménage vienne entretenir son appartement 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi matin. Il ne devait pas recevoir souvent. Détrompez-vous, monsieur. Paul était un merveilleux cuisinier. Son plus grand plaisir était de préparer des soupers fins. Hélas, c'est fini tout ça maintenant. Vous travaillez, mademoiselle Bourget? Oui, je donne des leçons d'anglais. Et cela vous suffit pour vivre? C'est pas toujours facile, mais j'y arrive quand même. Personne ne vous apporte une aide financière? Vous demeurez dans un quartier où les loyers sont élevés. Commissaire, je ne vois pas où vous voulez en venir avec vos questions insidieuses. J'espérais pouvoir vous aider à découvrir l'assassin de ce pauvre Paul. Mais je constate que ma vie personnelle semble retenir toute votre attention. Dans ces conditions, si vous le permettez, je préfère me retirer. Ne vous fâchez pas, mademoiselle Bourget. Si mes questions vous ont été désagréables, j'en suis désolé. Puis-je vous demander une cigarette? Je n'en ai plus sur moi et... Certainement, commissaire. Tenez. Ne vous dérangez pas. Oh, excusez-moi. Mon sac. Mais non, mais laissez donc, je peux ramasser mes affaires moi-même. Mais non, je vais vous aider. Oh, fichtre. Vous avez beaucoup d'argent sur vous, mademoiselle Bourget. C'est pas prudent. Je suppose que vous n'avez plus besoin de cigarettes maintenant que vous avez fait l'inventaire de mon sac. Je vous rends votre liberté, mademoiselle Bourget. L'officier de police Ourtin va vous raccompagner. Inutile, merci. Oui. Si vous voulez mon avis, patron, j'ai pas l'impression que vous vous soyez fait une amie. Non, je ne le crois pas non plus. J'avais aperçu les billets quand elle a ouvert son sac pour prendre une cigarette. Mais je voulais m'en assurer. J'aimerais bien savoir où cette jeune personne qui vit péniblement en donnant des leçons d'anglais a bien pu trouver ces 3 grosses liasses de billets. Dans le portefeuille d'Hagnicourt, peut-être? C'est possible. Mais je voudrais savoir si Hagnicourt les lui a donnés ou si elle s'est servie toute seule. Ce qui éclairerait d'un jour nouveau la mort de ce pauvre Paul. Dites pas. Vous avez vu l'heure, patron? Eh ben d'accord, allons nous coucher. Il n'y a plus grand-chose à découvrir ce soir. N'oubliez pas, Ourtin, demain matin,
Le juge d'instruction d'abord, Ouais. la banque d'Hagnicourt après. Après, bon. Quant à moi, j'ai une visite à faire en début de matinée. Monsieur Chevanceau, l'associé de feu Paul Hagnicourt. Asseyez-vous, commissaire. J'attendais votre visite. Je suppose que vous êtes chargé de l'enquête sur la mort de ce malheureux Hagnicourt. En effet, monsieur Chevanceau. C'est une abomination. Depuis que j'ai lu le journal ce matin, j'en suis malade. Un si bon ami. Et un tel collaborateur. Je suis désespéré, commissaire. Littéralement désespéré. Je craignais d'ailleurs qu'il ne lui fût arrivé quelque chose. Nous devions nous voir hier matin, mais il n'est pas venu au rendez-vous et son téléphone ne répondait pas. Cette fin brutale. La disparition de monsieur Hagnicourt va certainement vous poser des problèmes. La marche de votre cabinet risque d'en être affectée. Oui et non. Vous fumez, commissaire? Un cigare? Non, merci. Vous vous entendiez bien avec votre associé, monsieur Chevanceau? Commissaire, quelle question. Paul Hagnicourt était un ami très cher. Vous pensez bien qu'un tel cabinet n'aurait pu exister si les deux associés ne s'étaient pas entendus parfaitement. Il est évident que des relations quotidiennes ne pouvaient aller sans quelques discussions. Mais ce n'était jamais grave. Je vois. Comment se répartit le capital de votre cabinet? Nous détenons chacun la moitié des parts. Hélas, c'est à l'imparfait que je devrais m'exprimer. Que va devenir la fraction qui appartenait à monsieur Hagnicourt? Je suppose que ses héritiers... Non. Les statuts de la société prévoient le cas où l'un des deux associés viendrait à disparaître. Dans ce cas, le partenaire survivant devient propriétaire de la totalité de l'affaire. Autrement dit, depuis hier, je suis le seul patron du cabinet Hagnicourt et Chevanceau. Excellente opération. Excusez-moi, commissaire. Cette fin tragique m'a frappé si douloureusement que je n'arrive pas encore à réaliser. Mon affliction, mon désespoir même. Dire que ce cher Paul ne viendra plus s'asseoir dans ce fauteuil où vous vous trouvez. C'était celui qu'il préférait. Je suppose, monsieur Chevanceau, que vous connaissez l'appartement de monsieur Hagnicourt. Naturellement, il nous est arrivé à plusieurs reprises de travailler chez lui, le soir principalement. Il m'a invité quelquefois à dîner. Non, célibataire, bien entendu. Il préparait les plats lui-même. Il ne voulait pas qu'une femme s'installât chez lui. Son amour de la solitude était tel qu'il n'avait pas de domestique. Une femme de ménage venait de temps en temps, une fois ou deux par semaine, je crois. Madame Chevanceau ne vous accompagnait-elle pas lorsque vous dîniez chez lui? Non, non. Hagnicourt était un garçon charmant pour lequel j'éprouvais une grande affection, mais il avait une façon de vivre qui... sa morale, n'est-ce pas, commissaire? Madame Chevanceau considérait Paul Hagnicourt comme un homme qu'il est difficile de fréquenter. Vous voyez... Vous faites allusion, je suppose, à l'intérêt que monsieur Hagnicourt portait aux femmes. Voilà. Remarquez que moi, personnellement, je ne lui jetais pas la pierre. Qu'un homme dans la force de l'âge, pas marié de surcroît, ait des liaisons, je trouve cela parfaitement normal. Lorsque j'étais plus jeune, avant de connaître Madame Chevanceau, mais là n'est pas la question. Non, dès qu'il s'agissait de femmes, Hagnicourt ne connaissait plus de morale. C'est ainsi que nous avons dû nous séparer d'une secrétaire avec laquelle... Enfin, vous me comprenez. Je crois. Autre chose. Jeudi dernier, je suppose que vous vous trouviez ici. Jeudi après-midi, je veux dire. Jeudi. Laissez-moi réfléchir. Voyons, jeudi... Non. J'étais légèrement grippé, j'ai jugé préférable de garder la chambre. Oui, ce temps humide, n'est-ce pas? Madame Chevanceau était avec vous. Naturellement. Elle ne vous a pas quitté de l'après-midi. Je crois me souvenir qu'elle est sortie vers 4 heures. Mais pourquoi me demandez-vous cela, commissaire? On pourrait croire que... Voyons, commissaire, c'est ridicule. Je n'ai pas besoin d'alibi. J'affirme que je me trouvais à mon domicile. Ma parole doit vous suffire. Et autrement dit, personne ne peut confirmer que vous êtes resté chez vous jeudi après-midi. Personne, en effet. Si j'avais pu prévoir, commissaire, que cet entretien se transformerait en interrogatoire, je me serais abstenu de vous recevoir. Je suppose que vous n'avez plus d'autres questions à me poser. Aucune. Mais il est nécessaire que vous passiez au commissariat afin que nous puissions enregistrer votre déposition. Je n'ai rien à déclarer. Je suis désolé, monsieur Chevanceau. Le formalisme administratif. Je crains que votre présence ne soit indispensable. C'est très désagréable. Laissez-moi consulter mon
carnet de rendez-vous. Le plus tôt sera le mieux. Aujourd'hui, si possible. Il est 10h30. Voulez-vous que nous disions midi? Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Soit, commissaire, je me rendrai à votre convocation. Je vous remercie. Une dernière chose avant que je vous quitte. Un de vos collaborateurs pourrait-il me dire si M. Hagnicourt est venu au bureau jeudi matin? Mademoiselle Louise sera en mesure de vous renseigner. Mademoiselle Louise était notre secrétaire commune. Je vais l'appeler. C'est inutile, je la verrai dans son bureau. Je vous accompagne, commissaire. Mademoiselle Louise, le commissaire désirerait vous interroger. Et Monsieur Hagnicourt... Merci, je sais que vous êtes très occupé, Monsieur Chevanceau, je ne voudrais pas vous retenir. À tout à l'heure, Monsieur Chevanceau. Restez donc assise, Mademoiselle Louise. Je n'en ai que pour quelques instants. C'est abominable, monsieur le commissaire. Ce pauvre monsieur Hagnicourt. Un homme si bon, si doux, si gentil. Pensez qu'on a pu... il n'a jamais eu un geste déplacé à mon égard. J'avais passé l'âge des amourettes, monsieur le commissaire. Mais je l'aimais bien, monsieur Hagnicourt. Vous lui étiez très attaché, n'est-ce pas? Je ne suis qu'une vieille fille. Les jeunes ici se moquent de moi, mais pas monsieur Hagnicourt. Lui, il était... Je vous fais perdre votre temps, monsieur le commissaire, excusez-moi. Vous vouliez me demander quelque chose? Vous étiez ici jeudi dernier? Naturellement, toute la journée. Et Monsieur Hagnicourt? Il est venu le matin seulement. Il devait partir en voyage l'après-midi. Il m'avait chargé de lui retenir une chambre à Tours, à l'hôtel où il avait l'habitude de descendre. Mais il pensait y arriver vers 11h du soir. Oui, monsieur Hagnicourt s'occupait de l'achat d'un terrain au bord de la Loire. Il a téléphoné devant moi jeudi au vendeur de ce terrain en lui donnant rendez-vous pour le vendredi matin. À Tours? Non, à quelques kilomètres. Il devait le retrouver à 9h. Oui, je me souviens qu'il lui a dit... Attendez-moi, s'il y a du brouillard, je serai peut-être un peu en retard. Et il ne s'est rien passé jeudi matin qui ait retenu votre attention? Un événement inhabituel, quelque chose qui sorte de l'ordinaire? Non, monsieur le commissaire, non. Rien. Monsieur Hagnicourt est parti vers 12h15. Je me souviens qu'il était de bonne humeur. Oui. Il m'a dit... Au revoir, Louise. Je serai de retour vendredi soir. Oh, mon Dieu. Le pauvre monsieur Hagnicourt. Je voudrais vous poser une question un peu délicate, mademoiselle Louise. Monsieur Hagnicourt s'entendait-il bien avec monsieur Chevanceau? Naturellement. Ces messieurs étaient les copropriétaires de l'agence. Je sais, mais ils pouvaient travailler ensemble sans pour ça être forcément d'accord sur tout. Je vois ce que vous voulez dire, monsieur le commissaire. On se disputait quelquefois, bien sûr. Mais enfin... À quel sujet? C'est délicat. Mademoiselle Louise, je vous rappelle que monsieur Hagnicourt a été assassiné et que je cherche à recueillir des renseignements susceptibles de m'aider à découvrir le meurtrier. Et d'autre part, je vous promets que notre conversation restera entre nous. À ces conditions... Ces messieurs se sont disputés assez souvent ces derniers temps, oui. À propos de ce grand terrain que monsieur Hagnicourt voulait acheter en Touraine. Il a même menacé monsieur Chevanceau de rompre leur association si celui-ci s'obstinait dans son refus. Bien entendu, c'était une menace en l'air. Ourtin! Ourtin, mon vieux! Ah, voilà. Ah, vous êtes rentré, patron. Alors, votre visite au cabinet Hagnicourt et Chevanceau. Déprimant. J'ai bavardé avec un monsieur très antipathique et avec une vieille fille amoureuse d'un mort. Oh. Mais parlez-moi plutôt de la banque, Ourtin. J'ai eu de la veine, moi. Le directeur de la banque est un lecteur assidu de romans policiers. Il était ravi, m'a-t-il dit, de se trouver mêlé à une enquête criminelle. Il a retrouvé la trace des règlements trimestriels qui nous intéressaient. Ah. Et par chance, l'avant-dernier, il y a 6 mois par conséquent, a été fait par virement.
S'il s'était agi d'un chèque, comme les autres fois, la banque n'aurait pas pu me donner tout de suite le nom du débiteur. Il s'agit d'un certain Jacques Lestel, artiste peintre. Naturellement, aucun chèque émis par lui n'a été déposé au compte d'Agnicourt depuis jeudi dernier. Vous l'avez convoqué? Ah, j'ai envoyé Bréval le cueillir à son domicile, ça m'a paru plus prudent. Il devrait être ici d'une minute à l'autre. Le directeur de la banque était plein de bonnes dispositions à notre égard. Il m'a appris, sans même que je le lui demande, que le compte du cabinet Agnicourt et Chevanceau était ouvert dans son agence, de même que le compte personnel de Chevanceau. Je n'ai pas eu beaucoup de mal à obtenir des renseignements sur ce dernier. Qu'avez-vous appris? Monsieur Chevanceau tire le diable par la queue. Hein, il n'est pas sur la paille, non, mais enfin, il ne roule pas non plus sur l'or. Il lui arrive souvent de se faire des avances à lui-même sur les fonds du cabinet, qui, lui, marchent fort bien. Intéressant, non? Plutôt. Hein? Bonjour, patron. J'ai ramené Lestel, le peintre. J'aime autant vous dire qu'il n'est pas content. Il attend dans le couloir. Merci, Bréval. Et à part ça? Eh ben, avant d'aller chez lui, je suis passé chez la mère des Pinois, vous savez, le minable qui a donné l'alerte hier. Oui, je me souviens. Alors? Alors, sa mère confirme qu'il est arrivé chez elle hier matin dimanche, vers 7 heures. Il s'est baigné, il s'est rasé, il a bavardé avec la vieille dame, et puis il est parti vers midi pour aller chez Agnicourt. Et quant à jeudi dernier, il était indiscutablement au Mans. Sa mère lui a téléphoné vers 6 heures à propos de je ne sais plus quelle affaire de famille, et elle l'a rappelé ensuite à 10 heures du soir. Ça, en voilà un au moins qui n'a pas menti. Pourquoi? Vous avez du nouveau à propos de quelqu'un d'autre? J'ai fait un saut en passant chez la jolie Geneviève Bourget, notre témoin tellement empressé hier soir. Hein? Celle-là, alors. Vous vous souvenez qu'elle a prétendu avoir passé l'après-midi au cinéma et dans les grands magasins, hein? Mensonge! Sa concierge l'a vue sortir discrètement de chez elle vers 4h30. Il paraît que la pauvre petite était en larmes. Ah, mais c'est intéressant, ça. Oui, alors j'ai pensé que vous aimeriez l'interroger. J'ai glissé une convocation sous sa porte. Elle devrait être là à 11h30. Dans quelques minutes, par conséquent. Oui. Parfait. Nous allons nous répartir le travail. Moi, je vais interroger ce monsieur Lestel, artiste peintre. Pendant ce temps-là, Hourtin, vous prenez le témoignage de monsieur Chevanceau qui ne va pas tarder à arriver. Bon. Quant à vous, Bréval, vous entendez mademoiselle Bourget. Mademoiselle Bourget. Ne laissez pas partir vos témoins avant que je vous le dise. Il sera peut-être utile d'organiser une confrontation entre tous ces menteurs. Où est-il, votre Lestel, Bréval? Mais dans le couloir, patron. Je vous l'amène? Allez-y. Bon, Monsieur Lestel, s'il vous plaît. Monsieur Lestel? C'est moi, commissaire. Je ne comprends pas la raison qui vous fait... Asseyez-vous, monsieur Lestel. Vous connaissiez monsieur Agnicourt, je crois? Ah, c'est cela. Naturellement, je connaissais Paul. Nous étions de très vieux amis. J'ai été stupéfait ce matin en lisant les journaux. C'est vous qui menez l'enquête? Oui. Depuis quand le connaissez-vous? Depuis 24 ans. Bye. Nous sommes rencontrés dans un camp de prisonniers en Allemagne. Vous aussi? Pourquoi? Vous connaissez quelqu'un d'autre qui... Oui, un certain Jacques Épinois. Ah oui, je vois. Ce pauvre type. Qu'entendez-vous par là? Vous savez, Épinois est un de ces éternels vaincus qui essaie toujours de se ranger du côté du plus fort, mais qui n'y arrive jamais. Le pauvre type auquel il arrive des tas de malheurs. Je vois. Revenons-en, monsieur Agnicourt, si vous le voulez bien. Vous entreteniez des relations suivies avec lui? Naturellement, nous sortions souvent ensemble. Paul était un charmant garçon, un excellent ami, et sa mort me fait beaucoup de peine. Cela dit, il avait des défauts, comme tout le monde. Et en particulier, j'ai une femme, commissaire. C'est peut-être un sentiment très bourgeois, surtout pour un artiste, mais je préférais éviter que Agnicourt la rencontre. Monsieur Agnicourt avait décidément une réputation de don Juan bien établie. Elle était justifiée. Dès qu'une femme était en jeu, il n'y avait plus d'amitié qui tienne. Demandez donc à ce pauvre Épinois. Madame Épinois était la maîtresse d'Agnicourt? Bien sûr. Naturellement, Épinois n'était pas au courant, mais il était bien le seul. Comme toujours en pareil cas, d'ailleurs. Je vois. Quand avez-vous vu monsieur Agnicourt pour la dernière fois? Je me souviens pas exactement, il y a 2 semaines, peut-être 3. Vous en êtes certain? Et puisque je vous le dis, Oui. Vos toiles se vendent bien, monsieur Lestel? pas mal. C'est pas encore la fortune, bien sûr, mais enfin, je ne peux pas me plaindre. Vous n'aviez donc pas de raison d'emprunter de l'argent à monsieur Agnicourt? Vous, je vous vois venir. D'ailleurs, je n'ai pas de raison de m'en cacher. Il y a 2 ans, on m'avait demandé d'organiser une exposition de mes œuvres à New York. Cela revient cher pour un résultat aléatoire. J'ai commencé par refuser. Mais Paul, à qui j'en avais parlé, m'a proposé de m'avancer la somme nécessaire. Et alors? J'ai accepté, bien entendu. Une occasion pareille, ça ne se laisse pas passer.
Remarquez, j'aurais mieux fait de m'abstenir, ça a été un fiasco intégral. Pas question de rembourser Paul sous quelques semaines, comme je l'avais espéré, alors je lui ai signé une reconnaissance de dette. Nous nous sommes mis d'accord sur un taux d'intérêt convenable et sur un remboursement en 3 ans. De quand date votre dernier versement? Dites donc, je suis mal parti, pas vrai? Vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis bien tranquille, vous la connaissez, la réponse. Bon, d'accord, vous avez gagné. J'ai vu Paul jeudi dernier, le jour de sa mort. Je lui ai apporté un chèque. À quelle heure? À 3 heures. Il m'avait demandé d'être exact, car il avait un rendez-vous important un peu plus tard. Tel que je le connais, il devait s'agir d'une femme. À quelle heure l'avez-vous quitté? Je ne sais pas exactement, le temps de boire un verre, de discuter un moment. Il était peut-être 4 heures. Donc, d'après vous, M. Hagnicourt était encore en vie à 16 heures. Vous m'avez bien dit que vous lui aviez remis un chèque? Bien sûr. C'est pour cela que j'étais allé chez lui. Monsieur Lestel, vous me paraissez prendre toute cette affaire à la légère. Je regrette que vous ayez menti tout à l'heure. C'est idiot, je le reconnais. Quand j'ai vu dans les journaux de ce matin qu'il avait été tué dans l'après-midi de jeudi, j'ai pensé que moins j'en dirais, mieux cela vaudrait. Je n'ai rien contre la police, mais enfin, j'aime autant éviter d'avoir trop de rapport avec elle. Vous savez ce que c'est? Chacun est libre d'avoir ses opinions. Je vous signale que nous n'avons pas retrouvé votre chèque dans les affaires de M. Hagnicourt. Il l'a sans doute envoyé à sa banque. Non. Le chèque a bel et bien disparu. En admettant, bien entendu, que vous lui ayez effectivement remis. Commissaire! Autre détail curieux. La reconnaissance de dette que vous aviez signée a également disparu. Ça alors, je ne comprends pas. Et naturellement, vous vous basez là-dessus pour conclure que j'ai assassiné Paul afin de reprendre le chèque et la reconnaissance. Je ne conclus rien encore, mais je pose des questions. Mais c'est complètement idiot! Si je l'avais tué, vous pensez bien que je ne vous aurais pas avoué être allé chez lui jeudi? Pas sûr. Si vous avez quelque chose à me reprocher, faites-le ouvertement. Sinon... Sinon? Sinon, je rentre chez moi. J'ai beaucoup de travail. Ma femme m'attend pour le déjeuner. Mais il vaudrait peut-être mieux que vous lui téléphoniez pour la prévenir que vous serez en retard. Je vais vous demander d'attendre un moment dans la pièce voisine. Vous m'arrêtez? Disons que je vous garde à vue, en attendant de procéder à certaines vérifications. Cela revient au même, non? C'est très différent. Mais j'aimerais bien, Monsieur Lestel, que vous perdiez ce ton persifleur. Vos déclarations contradictoires risquent de vous mettre dans une situation délicate. Bien, monsieur le commissaire. Je vais être sage. Où dois-je attendre? Par ici. Ça marche, Hortin? Oui. Alors, Monsieur Chevanceau, vous maintenez tout ce que vous m'avez dit ce matin? Naturellement, commissaire. Je ne vois pas pourquoi je changerais quoi que ce soit à mes déclarations. Vous affirmez toujours que vous vous entendiez bien avec Monsieur Hagnicourt? Évidemment. Curieux. Je voudrais votre opinion sur un dossier que nous avons trouvé chez votre associé. Regardez, Monsieur Chevanceau. S'il faut en croire les termes de ces lettres, vos relations avec la victime n'étaient pas exactement au beau fixe. Mais je ne comprends pas. Moi non plus. Je compte sur vous pour m'expliquer de quoi il s'agit. Mais c'est ridicule. Mais il y avait entre nous un petit désaccord au sujet de ce lotissement en Touraine. C'est pourquoi nous avions échangé quelques lettres. Aussitôt que l'on emploie des formules juridiques, on a tout de suite l'impression que le ton monte. Je crois, moi, qu'il montait vraiment. Il est question dans ces lettres d'une éventuelle rupture de votre association, ce qui, compte tenu de votre situation personnelle, aurait été pour vous une catastrophe. Autre chose. Vous m'avez bien dit que Mme Chevanceau était sortie vers 4 heures jeudi, que par conséquent, elle ne pouvait vous fournir d'alibi pour la fin de l'après-midi, n'est-ce pas? Le commissaire, je vous prie de laisser Mme Chevanceau en dehors de cette malheureuse affaire. D'après un témoignage que je viens de recueillir, il semble que M. Hagnicourt était encore en vie à 16 heures. On l'aurait donc tué plus tard. Commissaire, je m'élève énergiquement contre les procédés que vous employez. C'est de l'intimidation, du chantage moral. Allons, Monsieur Chevanceau, allons. Vous m'avez expliqué vous-même que la mort de votre associé représentait une excellente affaire pour vous. Vous voici seul propriétaire du cabinet Hagnicourt et Chevanceau, alors que votre situation de fortune personnelle n'est pas florissante.
C'est de la chance, non? Je n'admets pas, commissaire. Vous entendez? Je n'admets pas. Je sais. Nous en reparlerons tout à l'heure. Continuez, Hortin. Moi, j'ai affaire à côté. Ah, commissaire, je suis contente de vous voir. Pouvez-vous m'expliquer la raison de cette convocation? Mais certainement, mademoiselle. Il est indispensable que votre déclaration soit enregistrée dans les locaux du commissariat, conformément à la loi. Mais alors, tout ce que je vous ai dit hier soir... N'avait aucune valeur juridique. Cela vous permet de revenir sur vos déclarations. Car vous n'avez pas dit toute la vérité hier soir. À quelle heure avez-vous vu M. Hagnicourt jeudi dernier? Je vous répète que nous avons déjeuné ensemble. C'est possible. Et après? Après, je ne l'ai pas revu. Qu'avez-vous fait jeudi après-midi? Encore. Je suis allée au cinéma. Et dans des magasins. D'accord. Vous n'êtes pas rentré chez vous? Vers 7 heures pour me changer, pas avant. Si. Votre concierge vous a vu quitter votre domicile vers 4h30. Vous paraissiez bouleversé. Mais ce n'est pas vrai! Je vous en prie. Le témoignage de la concierge est formel. Vous êtes sorti vers 4h30, vous étiez en larmes. Alors, mademoiselle Bourget, où alliez-vous? Je vais vous dire la vérité. Eh ben, il est temps, hein. J'ai déjeuné avec Paul. Et je vous jure que c'est vrai. Il était mon amant depuis 6 mois. Et je tenais à lui. Et soudain, sans raison, il m'a annoncé brutalement qu'il en avait assez. Je te rends ta liberté, m'a-t-il dit. Oui, pour lui, c'était pas plus compliqué que ça. Je suis rentrée chez moi dans un état affreux. Puis au bout d'un moment, je me suis dit que c'était pas possible, que je pouvais pas accepter. Alors je suis allée chez lui. À quelle heure? Je ne sais pas, il était peut-être 5 heures. Nous avons discuté. Ça a été horrible. Je n'ai pas réussi à le faire changer d'avis. Il s'est moqué de moi. Il m'a dit que je faisais beaucoup d'histoires pour rien, qu'il était pressé, qu'il partait en voyage vers 6 heures. Finalement, je suis repartie, le cœur brisé. D'où vient l'argent qui était dans votre sac hier soir? C'est lui qui me l'a donné. Le prix de la rupture, n'est-ce pas? À moins, bien entendu, que vous ne vous soyez servi vous-même dans son portefeuille, après l'avoir assommé. Allô? Oui, il est là. De la part de qui? Quittez pas, je vous le passe. Patron, c'est l'identité. Allô? Le grand à l'appareil? Oui? 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 Ah. Vous n'auriez pas pu me le dire plus tôt, non? Mais bien sûr que ça peut être important. Ces imbéciles. Bréval, venez avec moi. Je vous suis, patron. Mademoiselle, vous m'attendez là, hein? Restez. Hortin, viens dans mon bureau, tout de suite. Oui, patron. Asseyez-vous tous les deux. Vous avez vu hier l'appartement d'Hagnicourt. Tiroir fouillé, meubles renversés. Indiscutablement, il y avait eu lutte. En effet, oui. Eh bien, c'est faux. C'était une mise en scène. Tous les meubles étaient renversés, d'accord, mais il n'y en a pas un qui se soit brisé. Pas la moindre éraflure. Ouais, on les aurait renversés après la mort d'Hagnicourt, alors. Exactement. Ah, j'ai bien l'impression qu'il est temps de reprendre tout ce que nous savons et de réviser certains jugements hâtifs. Entrez. Excusez-moi de vous déranger, messieurs. Tiens, monsieur Épinois, qu'est-ce que... Ah, c'est vrai, je vous avais demandé de passer vers midi. Oui. Mais j'ai bien peur que vous soyez obligé d'attendre. Le mieux serait que vous reveniez en fin d'après-midi. C'est que j'avais l'intention de retourner au Mans après le déjeuner. Je suis allé chercher mon matériel chez les grossistes ce matin, n'est-ce pas? Alors, Oui, malheureusement, nous n'avons pas le temps de nous occuper de vous pour le moment. Voyons, pensez-vous revenir à Paris à la fin de la semaine? Je sais pas, ça dépend. Je voulais justement vous demander, qu'est-ce que je dois faire pour la voiture? Celle que Paul m'a prêtée l'année dernière. Il vous a prêté une voiture? Pourquoi faire? J'ai besoin de ma camionnette pour faire mes livraisons au Mans, vous comprenez? Et ma femme venait souvent voir ses parents à Paris, mais elle n'aimait pas le train. Alors Paul lui avait proposé de se servir de sa petite voiture. Lui, il n'en avait pas besoin, il n'utilise pratiquement que l'américaine. C'est avec cette voiture que votre femme s'est tuée? Hélas, oui, monsieur le commissaire. En revenant de Paris un soir, elle a dérapé sous la pluie. Alors après sa mort, la voiture est restée longtemps au garage et je viens seulement de la faire réparer. Alors Paul m'avait demandé de la lui rendre une fois, enfin un jour où je viendrai à Paris,
Et cette semaine, j'ai pas pu à cause du matériel que je dois rapporter au Mans. Écoutez, monsieur Épinois, pour le moment, nous sommes occupés. Si vous voulez bien attendre dans le couloir... Oui, mais bien sûr, monsieur le commissaire. Merci. Qu'est-ce que c'est cette histoire de bagnole? Le pauvre type. S'il savait qu'Annicourt la lui a prêté pour que sa femme puisse venir le rejoindre plus facilement. Parce que Madame Épinois et Annicourt... Exactement. Mais c'est vraiment un minable, ce pauvre Épinois. Ah oui, mais Annicourt, c'était quand même un drôle de bonhomme. ouais. Nous nous occuperons de la moralité d'Annicourt quand Oui, nous oui, aurons oui, découvert oui, l'assassin. d'accord. Nous avons jusqu'ici admis 2 postulats. Primo, Annicourt s'est défendu avant d'être tué, d'où les meubles renversés. Secondo, le légiste ayant affirmé qu'il est mort 1 heure après avoir absorbé un repas, nous en avons déduit que le meurtre avait été commis au début de l'après-midi, puisque le soir, en principe, il n'aurait pas dû se trouver à Paris. Le premier de ces postulats est faux, nous venons de l'apprendre. Mais le deuxième? Si les témoins disent la vérité, ce qui est loin d'être sûr, Ouais. l'Estelle aurait vu Annicourt en vie vers 4 heures et la belle Geneviève vers 5 heures ou 5h30. Et il aurait donc été assassiné après le dîner. Mais j'en ai peur. Autrement dit, nous avons fait complètement fausse route jusqu'ici. Attendez, À quoi pensez-vous, patron? il y a quelque chose qui ne colle pas dans l'horaire. Selon Geneviève Bourget, il se préparait à partir en voyage vers 6 heures. Oui, si elle dit la vérité. Mais admettons-le un instant. Bon. D'autre part, il avait annoncé son arrivée à Tours vers 11 heures du soir. 5 heures pour faire la route avec une grosse voiture, c'est long. Dites donc, patron, je pense à quelque chose de bizarre. Vous vous souvenez du sac de voyage que nous avons trouvé dans l'entrée? Les affaires qui s'y trouvaient étaient très serrées, et il y avait un appareil de photo. Et alors? Vous avez vu les dimensions de sa voiture? Il aurait pu prendre un bagage plus grand et faire en tout cas laisser l'appareil en dehors du sac, sur la banquette par exemple. Il a agi exactement comme un homme qui se prépare à prendre le train. Mais c'est juste, ça. Ah non, ça ne colle pas. Non, d'après mademoiselle Louise, sa secrétaire, il aurait dit au type avec lequel il avait rendez-vous vendredi matin « Je serais peut-être un peu en retard à cause du brouillard ». Donc, il avait l'intention d'y aller en voiture. J'ai quand même l'impression qu'il se préparait à prendre le train. Quelque chose l'a fait changer d'avis à la dernière seconde. Il est resté à Paris, à dîner, et 1 heure après, exit Monsieur Annicourt. Il y a un 3e postulat. Nous avons considéré que Paul Annicourt avait été tué chez lui parce que c'est chez lui qu'on a trouvé son corps. Oui. Mais admettons qu'il soit faux, comme les 2 autres. Admettons qu'Annicourt ait été assassiné hors de son appartement. Peut-être même loin de Paris. Oh, bon sang, j'y avais pas pensé. Oh, Dieu. Allô? Passez-moi le poste de garde. Berthier, c'est le patron. Quel est le gardien qui a collé dans la nuit de samedi à dimanche une contravention à la voiture d'Annicourt? Il est là? Passez-le-moi. Mes enfants, je crois que ça y est. Allô? Oui, bonjour. Dites-moi, la grosse voiture américaine qui stationnait du mauvais côté, oui, c'est ça. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas signalé que la clé de contact se trouvait sur le tableau de bord? Ah, bon, merci. Mais le gardien est formel. Il a éclairé l'intérieur de la voiture avec sa lampe de poche. Il n'y avait pas de clé de contact. Alors là, patron, je comprends plus. Moi, je commence à y voir clair. Je l'appelle, patron? Allez-y, Hautain. Monsieur Épinois. Asseyez-vous. Pour un amateur, vous vous êtes bien débrouillé. Où avez-vous caché le cadavre pendant 2 jours? Dans votre chambre? Sous le lit? Qu'est-ce que vous voulez dire, commissaire? Alors, Épinois, ne faites pas l'enfant. Vous me comprenez fort bien. Vous saviez que votre femme avait été la maîtresse d'Annicourt. Vous avez appris, sans doute après sa mort, que lorsqu'elle venait à Paris, ce n'était pas pour voir ses parents. C'est faux. Elle allait chez eux tous les week-ends. Mais oui. Comment est-elle morte? Dans un accident de la route. Au volant de la voiture qu'Annicourt vous avait prêtée pour qu'elle puisse aller le rejoindre plus facilement. Cette voiture, Annicourt avait décidé de la récupérer. Jeudi dernier, il devait aller à Tours. Le Mans, ce n'est pas très loin. Il a pris le train, il a dîné au wagon-restaurant et est arrivé chez vous vers 9 heures. Il vous a demandé la clé, la carte grise. C'est pas vrai.
Cet homme auquel tout souriait dans l'existence, cet homme dont les affaires marchaient bien, qui gagnait beaucoup d'argent, auquel les femmes ne résistaient pas, il venait vous reprendre la voiture, sa voiture. Il vous narguait, en quelque sorte. Vous qui n'avez jamais eu de chance, qui avez eu du mal à joindre les deux bouts. Vous dont la femme est morte après qu'il voulut voler. Alors vous avez vu rouge. Vous avez saisi le premier outil qui vous soit tombé sous la main et vous avez frappé. Taisez-vous! C'est pas vrai! D'abord, ce n'est pas moi! Et puis tout d'un coup, vous avez réalisé ce qui venait de se passer. Vous aviez tué un homme. Non. Le cadavre était là, devant vous. Qu'alliez-vous en faire? Vous avez réfléchi, cherché une solution, et vous avez trouvé. Puisque vous deviez venir à Paris à la fin de la semaine, pourquoi ne pas ramener le corps de votre ami Hagnicourt chez lui? Vous l'avez caché pendant 48 heures. Elles ont dû vous paraître longues, ces 48 heures. Samedi soir, vous avez fermé votre magasin, vous avez chargé le cadavre dans votre camionnette, et vous êtes parti. Vous mentez. Vous dites n'importe quoi pour m'accabler. Vous êtes arrivé chez lui avant le jour, pour que personne ne vous remarque. Vous avez déposé le cadavre dans la chambre. Puis, vous avez organisé une mise en scène pour faire croire qu'Hagnicourt avait surpris des cambrioleurs, qu'il s'était défendu, et que ceux-ci l'avaient tué. Vous avez vidé son portefeuille. Vous avez renversé les meubles, doucement, pour ne pas attirer l'attention des voisins. Vous avez vidé les tiroirs, et pour détourner les soupçons, au cas où nous ne retiendrions pas l'hypothèse d'un cambriolage, vous avez fait disparaître une reconnaissance de dette et le chèque qui y était épinglé. Vous ne pouvez rien prouver. Mais vous vouliez savoir ce qui allait se passer. Vous vouliez être tenu au courant, apprendre dans quelle direction allait s'orienter la police. Alors, vous avez eu une idée de génie. Vous alliez découvrir le meurtre en même temps que nous. Pour avoir la certitude que la police interviendrait, vous avez pris les clés de la voiture d'Hagnicourt, vous avez ouvert la portière, vous avez mis la clé de contact en place. Cela justifiait votre inquiétude quand vous êtes venu au commissariat hier après-midi. Je ne vous écoute pas. Vous voulez accuser un innocent. Un innocent. Expliquez-moi, Épinois, pourquoi vous êtes arrivé chez votre mère hier matin à 7 heures et que votre premier soin ait été de vous laver et de vous raser. À quelle heure aviez-vous quitté le mort? Mais dans la nuit? Dans la nuit, sans même prendre la peine de vous raser. Alors que vous auriez pu partir samedi soir ou dimanche matin. Écoutez, mon vieux, je vais vous donner un conseil. Avouez la vérité tout de suite. Vous vous en tirerez aux meilleures conditions. Là, après tout, c'est un crime passionnel. À Hagnicourt, vous avez volé votre femme. Et pourquoi elle, justement? Il aurait pu me la laisser. Ma femme, c'était ma femme. Vous avez dû beaucoup penser à elle pendant ces 2 jours. Vous êtes resté chez vous en tête-à-tête avec le cadavre. C'est long. 48 heures à tuer.